Alors bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci à Harmonie et Connaissance de m'avoir invité une nouvelle fois. Et merci à vous d'être venus par cette chaude journée de juillet. Alors le thème de cette conférence, c'est la NDE. Alors puisque tout le monde ne connaît pas qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres, Near Death Experience, ça veut dire expérience aux frontières de la mort, ou expérience de mort provisoire, ça veut dire que c'est un état qui semble être la mort, mais qui ne l'est pas. Alors, derrière l'expression de mort provisoire, on met des visions, des sensations extraordinaires que vivent des personnes confrontées à leur propre mort, mort apparente, suite à un coma profond ou avancé, ou à une mort clinique, ou à des perspectives de mort imminente, réelles ou imaginaires. Alors on va revenir sur quelques notions de base, et après on rentrera sur la NDE. Alors tout d'abord, la notion de mort clinique et de mort biologique. Alors il ne faut pas les confondre. La mort clinique est un état dans lequel tous les signes extérieurs de vie semblent avoir disparu. Derrière, il y a les réflexes, l'activité respiratoire, l'activité cardiaque, la lucidité, mais où le corps, dans sa totalité, est encore vivant, ce qui laisse l'espoir de pouvoir remettre en marche les fonctions vitales. C'est donc un état réversible. Par contre, si on laisse le corps suivre le cours naturel des choses, on débouche cette fois-ci sur une mort biologique qui est irréversible car elle est associée à l'arrêt des activités métaboliques des tissus. Et là, il n'y a aucun espoir de ramener le corps à la vie. Alors le coma, c'est un état dans lequel toutes les fonctions de communication ont disparu, comme la conscience, la sensibilité, la mobilité, mais où il existe encore une vie végétative responsable de l'activité cardiaque ou de l'activité respiratoire. Alors la mort est définie comme un état irréversible associé à un arrêt complet des fonctions vitales d'un organisme vivant, suivi d'une perte progressive des tissus et des organes. Voilà un peu les mots-clés. Donc ne pas confondre la mort biologique et la mort clinique. Donc dans les NDE, les gens sont dans une mort clinique qui donne en apparence les signes de la mort, mais en fin de compte, ils vont vivre des tas de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de décrire ce qu'ils vont vivre et d'essayer de confronter ce qu'ils vivent à la physique moderne. Est-ce que c'est des élucubrations de l'esprit ou au contraire, on peut y voir des explorateurs d'autres dimensions. Alors je vous donnerai quelques pistes de réflexion personnelle. Alors, mon exposé va être assez simple. Je vais revenir sur l'historique. Ensuite, on parlera des NDE et des témoignages. Vous verrez qu'il y a certains témoignages quand même qui sont hallucinants. Et puis ensuite, on donnera des pistes de réflexion explicative sur la NDE, qu'est-ce que ça signifie. Alors, la première description d'une NDE, on la trouve dans la République de Platon, livre 10, où le soldat R est laissé comme mort sur un champ de bataille et selon la tradition de l'époque, il est ramené dans sa famille. Mais au bout de 10 jours, le corps n'a pas encore connu de décomposition. Et au moment où on le met sur le dispositif de crémation, il revient à la vie. Il décrit ce qu'il a vu. Donc il dit que son âme est sortie de son corps, comme beaucoup d'âmes sur le champ de bataille de gens qui avaient connu la mort. Et là, il a vu deux sortes de tunnels avec au milieu des dieux un tunnel supérieur et un tunnel inférieur qui se faisaient face l'un à l'autre et des morts ou des âmes errantes avec un écriteau marqué de la peine auquel ils étaient condamnés. Et certains allaient plutôt monter rentrer dans un tunnel qui les amenait à monter vers la lumière et d'autres allaient plutôt vers l'obscurité. Ça rappelle un peu le paradis et l'enfer. Alors vous avez un tableau de Jérôme Bosch, Ascension vers l'Empyrée, où on voit le fameux tunnel obscur qui ressemble à un tableau à un chapeau de magicien,
Vous voyez comment est fait un chapeau de magicien. Il y a la partie circulaire, on met la tête, et puis au fur et à mesure qu'on progresse, bah, c'est comme un tube qui va se rétrécir jusqu'à un point. Et donc on voit un tunnel obscur avec une lumière au bout extrêmement attrayante, attractive, qui peut aspirer celui qui rentre dans le tunnel. Alors, il faut attendre 1892 pour qu'un géologue, Albert Hain, relate dans le journal du club alpin suisse, vous voyez, ce n'était pas un journal officiel, son article s'appelle Notes sur la mort suite à une chute, des cas d'alpinistes qui ont chuté. Alors lui-même a fait une chute de 250 mètres, il aurait dû mourir, il est resté en vie. Et il décrit ce que les gens ont vécu pendant cette période où on les a crus morts. Les témoignages seront repris dans un autre ouvrage de Victor Heger, Le mois des mourants, qui va faire une synthèse des 30 cas que Albert Haim avait déjà analysés à sa façon. Donc Victor Heger est un psychologue et un philosophe des sciences. Et puis après, il y a une longue période où on ne s'intéresse plus au NDE. Et il faut attendre les années 60 pour que Russell Moyers et Roy Kelty reviennent sur les NDE et donnent une interprétation très psychologique. Selon eux, quand on connaît par exemple une chute, donc ils vont reprendre des témoignages de chute dans l'ascension de montagne ou des accidents de voiture, eh bien, il y a une espèce de clivage de la personnalité. Selon eux, il y a une conscience qui se voit en train de tomber, une autre qui tombe. Et donc, ils expliquent que c'est cette espèce de vision qui serait un clivage de la personnalité. Et puis, il faut attendre 65 pour qu'arrive Raymond Moody. Donc, Raymond Moody est un philosophe de formation, puis il est devenu psychiatre et psychologue. Donc, il a aussi une approche pluridisciplinaire. Et au début de sa carrière, il étudie la philosophie, et lors de ses études de philosophie, il entend le témoignage d'un psychiatre qui avait fait une NDE. Et donc il écoute avec beaucoup d'intérêt, Raymond Moody est un homme très curieux, les différentes étapes par lesquelles, on reviendra sur ces étapes, est passé ce psychiatre, et puis par la suite, devenu professeur de philosophie en Caroline du Nord, il faisait un cours sur Platon, l'immortalité de l'âme, le Ménon, et à ce moment-là, il y a un de ses élèves qui lui relate les 2 NDE qu'avait fait sa grand-mère, et il constate que les étapes par lesquelles sont passés et le psychiatre et la grand-mère présentent beaucoup de similitudes. Donc ça a été un tournant dans sa carrière, il s'est dit si je reste philosophe, je ne serai pas crédible, donc il a repris des études de médecine, il est devenu psychiatre, il est spécialisé dans les tueurs en série, voilà. Et puis, il va publier en 1975 un livre qui va être vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde, La vie après la vie, voilà, qui est le début d'une série d'ouvrages, où il va un petit peu structurer les étapes par lesquelles passent les gens qui font de NDE. Alors, dans son premier livre, il va prendre 50 personnes qui ont fait une NDE et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, 50 personnes qui, suite à un accident de santé ou un accident de la route ont vécu partiellement ou totalement ces étapes, et des gens qui ont décrit au moment où ils croyaient mourir, qu'est-ce qu'ils vivaient. Et donc il avait 150 personnes divisées en 3 groupes de 50 personnes. Alors voilà les étapes qui semblent émerger de l'approche Raymond Moody. La première étape, c'est l'incommunicabilité. Alors on va prendre un exemple peut-être un peu caricatural, à peine. Une personne a un accident de voiture, donc arrive sur place les réanimateurs, les ambulanciers, etc. La personne voit tout, comme dans un coma, mais n'a pas la possibilité de pouvoir communiquer avec les gens qu'elle voit. Donc première étape, incommunicabilité. Deuxième étape, l'audition d'un verdict. Alors la personne peut entendre, il ne va pas s'en tirer, il va s'en tirer, il va peut-être s'en tirer, enfin voilà. Alors que la personne vit un élément peut-être le plus dramatique de sa vie, puisque sa vie est en jeu, elle rentre dans un état psychologique assez atypique, puisqu'elle connaît la paix, le calme, voire la béatitude. Il n'y a plus du tout de peur,
le fait d'envisager sa propre mort ne traumatise pas les gens. Troisième étape, donc, calme, paix, béatitude. Quatrième étape, c'est une étape qui est peu fouillée. J'en parlais avec mon ami Jean-Jacques Charbonnier, on va s'atteler à fouiller cette étape. C'est la perception de son en distorsion. C'est-à-dire que, bon, on a une audition, mais vous pouvez avoir, par exemple, les sons qui dérivent vers des sonorités plus graves. Et on reviendra parce qu'il y a un phénomène physique derrière, que je détaillerai un petit peu, c'est l'effet Doppler. Qui fait qu'un train, quand il se rapproche de vous, vous avez l'impression d'entendre un son aigu, quand il s'éloigne, un son grave. Et donc, évidemment, le voyageur qui perçoit le son aigu ou le son grave ne doit pas bouger, et c'est le train qui se rapproche ou s'éloigne de lui. Voilà. Et ce phénomène, en physique, on l'appelle effet Doppler. Donc, on l'utilise même en imagerie médicale. Alors, cinquième étape, c'est le fameux tunnel obscur. Un tunnel qui ressemble à un chapeau de magicien, avec une lumière au bout. Sixième étape, c'est la décorporation, la sortie de corps, ou la sortie extracorporelle. Et donc vous verrez les témoignages de gens qui peuvent se voir en train d'être opérés, qui se voient portés sur une civière. On a l'impression que l'individu s'est divisé en deux. Il y a celui qui observe et celui qui est inerte en apparence dans un état de mortalité. Ensuite, il y a la rencontre avec des êtres. Ça peut être des gens de notre famille ou d'autres personnes. Septième étape. Huitième étape, c'est cette lumière. Alors Raymond Moody, je reviendrai aussi, parce que j'ai une interprétation personnelle, parle de l'être de lumière, moi je dirais le double lumineux. Voilà. La neuvième étape, vous allez voir le panorama de votre vie. Voilà, vous voyez votre vie défiler, souvent à l'envers d'ailleurs. Vous partez d'un certain âge et puis vous défilez en arrière. C'est une sorte de vie par rétroaction. Et puis il y a une limite, une lumière qui est associée à la limite. Et on sait très bien que si on passe cette frontière ou cette limite, c'est la mort. Et les gens, puisque c'est une NDE, ne vont pas la franchir. Mais néanmoins, certains sont tentés. Et en fin de compte, on verra qu'on teste le désir de vivre ou d'appétence de vie ou les raisons de vivre. Alors on a rajouté maintenant d'autres étapes. Il y a le problème du témoignage. Comment témoigner de ce qu'on a vécu, parce que c'est extraordinaire. Et donc, comment dire par des mots ce que les gens ne peuvent pas comprendre sans l'avoir vécu. Et il y a la répercussion sur la conduite de vie. Les gens connaissent un changement très radical et très rapide, puisque par exemple Nicole Dron dit qu'elle a eu 45 secondes d'éternité et ça a complètement changé sa vie. Donc elle a eu un arrêt cardiaque qui a duré moins d'une minute. Et donc, ça a presque complètement bouleversé sa vie. Et puis, il y a les nouvelles perspectives sur la mort. Donc, les gens, généralement, en ayant fait cette expérience de NDE, n'ont plus peur de la mort. Ils sont désensibilisés de la peur de mourir, qui est la peur princeps, comme on dit, de l'être humain. Et puis après, il y a la confirmation de ce que les gens ont toujours ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait une vie après la vie. Donc, ils ont vécu l'expérience et ils reviennent confortés dans leur vision. Alors, les gens qui ont fait une NDE témoignent qu'ici, on vit quelque chose d'assez réduit, notamment au niveau de l'amour, un amour infini, inconditionnel. Donc, si je reprends ces différentes étapes, quand ils sont dans le tunnel obscur, ils ont l'impression d'être dans une énergie d'amour qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici, comme si on vivait un amour réduit, en modèle réduit. Et c'est une de leurs grandes souffrances quand ils témoignent, parce qu'ils ont l'impression qu'ici, il y a un manque d'amour. Et souvent, ils reviennent avec l'idée que le plus important dans la vie, c'est l'amour qu'on a donné aux autres et ce qu'on a fait pour les autres. Dans
suite à une NDE, les gens finissent par changer leur trajectoire de vie. Ils sont plus aussi matérialistes, voire plus du tout, comme ils l'étaient au départ. Donc, chacun va aller de sa métaphore. Il y en a qui vont dire j'ai été baigné dans une énergie d'amour et je suis devenu amour. J'ai été baigné dans un océan de sagesse. C'est comme si j'avais vécu 10 millions d'orgasmes. Chacun a la métaphore qui lui est propre, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très très fort et ils ont presque du mal à s'en remettre parce que quand ils reviennent ici, ils ont l'impression qu'on est à côté de la plaque, quoi. Que le but de la vie, c'est pas d'accumuler de la matière, c'est plutôt d'aimer sans retour, pas de calcul, hein, voilà. Je t'aime parce que tu me donnes en retour des signes d'amour, mais si l'autre ne nous donne pas des signes d'amour, est-ce que je vais continuer à t'aimer? Ça fait penser aux enfants qui disent je suis dans la peine, mais si on m'offrait un petit cadeau, je serais moins dans la peine. Voilà. Et puis, ils sont vraiment testés sur leur désir de vivre, et certains sont presque poussés à revenir. Alors, on a des exemples dans l'Antiquité. Par exemple, Euclide dit que il aurait fait une NDE. Et à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, il a été poussé à revenir pour témoigner de ce qu'il a vu. D'ailleurs, le soldat R, dans la République de Platon, alors j'ai oublié de dire, c'est un texte qui date de 420 avant Jésus-Christ, à peu près, hein. On lui dit, témoigne de ce que tu as vu et parle de ce que tu as vu. C'est-à-dire, ce qu'il a vu, c'est des dieux qui séparaient les gens en deux, ceux qui allaient vers la lumière et ceux qui allaient vers l'obscurité, et souvent la différence venait de leur incapacité pour ceux qui allaient vers l'obscurité à aimer et à donner aux autres. Voilà. Voilà ce qui ressort. Alors, quel changement dans la vie? C'est la NDE, l'expérience de développement personnel la plus rapide au monde, puisque 45 secondes d'éternité, vous êtes changé à vie. Donc les gens ont le sentiment d'être plus profonds. Ils ont le sentiment d'avoir mûri soudainement. Ils ont le sentiment de ne plus agir par impulsion, mais par conscience. Et ils ont plus l'impression d'avoir une conscience qu'un corps. Quand ils arrivent dans une pièce, ils peuvent calmer les gens. Et ils viennent avec un message presque obsessionnel, témoigner de la nécessité de donner à l'autre, à son prochain, un amour unique et profond, et pas forcément avec un sens de retour ou de calcul. Ils sont intéressés à la connaissance et ils sont plus intéressés par les sujets soit spirituels, soit philosophiques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a vraiment un changement spectaculaire. Et évidemment, le changement peut-être le plus important, c'est qu'ils n'ont plus peur de la mort, parce que ma belle-mère qui avait fait une NDE avait dit « Ah, c'est ça la mort ». Elle est revenue, et donc elle qui avait une peur bleue de mourir, elle est partie dans l'acceptation de la mort parce qu'elle avait fait une NDE. Elle avait été désensibilisée de la peur de mourir. Voilà. Alors, quelques témoignages. Alors il y a un témoignage assez intéressant qui va justement insister sur le fait est-ce que j'ai envie de vivre ou pas. C'est Will Murtagh. Will Murtagh, c'est un Anglais, il vit à Dawlish, dans le sud de l'Angleterre, petite ville près d'un océan. On est en automne 91 et c'est un trader et il a un métier très stressant et il a l'habitude de faire du VTT le soir. À 1h ou 2h du matin pour évacuer le stress. Et un jour il fait ça, et il y a une bourrasque de vent particulièrement forte qui le balance dans l'océan. Un océan, bien qu'on soit en automne, assez froid. Il lutte, il a peur de se noyer, de mourir. À un moment donné, il rentre dans la 3e étape de Moody, sensation de paix et de calme. Et là, il se retrouve sur le plafond de son salon. Il met quelques minutes à reconnaître le plafond de son salon. Et là, il voit une scène hallucinante, c'est-à-dire on sonne à la porte. Sa femme et ses 2 enfants ouvrent et c'est un policier qui vient annoncer qu'on a trouvé son corps et qu'il est mort.
Et là, il y a deux solutions. Ou bien il adhère à la vision, donc ce qui prouve que la pensée crée le futur, et pour lui le présent. Ou bien il n'adhère pas. Et c'est l'amour de sa famille qui l'a amené à ne pas adhérer à cette scène où il était mort. Et donc il se retrouve, à partir du moment où il n'accepte pas l'idée de mourir, dans l'océan. Et là, miracle, il y a un astronome amateur qui regardait les étoiles à 2-3 heures du matin. Et là, il a vu un reflet à travers la montre de Will Murtaugh. Et donc les secours sont venus in extremis. Il a échappé de justesse à une hypothermie et il est revenu à la vie. Donc il a été très troublé. Et après rétablissement, il a été dans le commissariat de police de sa ville. Il a demandé qui serait venu prévenir sa famille en cas où on aurait trouvé son corps, puisqu'il y a un planning bien précis. Et on lui a dit, c'est ce monsieur. Et quand il a regardé le monsieur en question, c'était exactement celui qu'il avait vu. Donc ça prouve deux choses. La première, c'est que la pensée crée le futur correspondant. Et deuxièmement, les NDE nous mettent devant la problématique essentielle, est-ce que tu as envie de continuer à vivre une vie incarnée ou pas? Donc on pourrait se demander à quoi sert une NDE. Ben, ça nous met entre parenthèses pour essayer de corriger notre trajectoire de vie. Et donc lui, par la suite, il a abandonné son travail de trader. Et il a mené une autre vie, plus du tout dans la finance comme il l'avait fait dans sa première partie de vie. Alors deuxième exemple, c'est une formation que je donnais au Québec. Il y a un monsieur qui est venu et qui a témoigné avoir fait 3 NDE. C'est quand même pas banal. Alors il était aussi dans la finance. Alors ne croyez pas que voilà, il n'y a que des financiers malheureux. Il doit y avoir des financiers heureux. Mais en tous les cas, il se trouve qu'il était aussi dans la finance. Donc première NDE, lui, c'était un arrêt cardiaque. Et il arrive à la frontière, au bout du tunnel, et c'est l'amour de sa femme qui l'a ramené. Mais comme il n'avait pas compris vraiment le message, il a fait une deuxième NDE. Et là, c'est l'amour de ses enfants. Et la troisième fois, il a compris qu'il devait changer sa trajectoire professionnelle. Il est devenu éditeur. D'ailleurs, il édite au Canada des livres spirituels de développement personnel et de NDE. Voilà. Alors, un autre exemple français, parce que Jean Morzel, on est en 49, en juin 49, il fait son service militaire. Et comme souvent, quand on faisait son service militaire, il y avait des balles à blanc, comme on dit, en bois. Et malheureusement, dans un exercice de tir, il prend une balle dans le ventre. Ça occasionne une hémorragie et il se retrouve à 2 doigts de mourir. Et pendant l'opération, il se voit flotter. Et il peut traverser les murs. Donc il voit qu'à côté de la salle d'opération, il y avait des vélos. Il peut vraiment se promener et se voyager dans l'hôpital, hôpital qu'il n'avait jamais connu. Et puis surtout, il va sous la table de l'opération et il voit marqué en dessous de la table d'opération armes et sigle de Saint-Étienne en lettres blanches sur un fond vert. Donc après l'opération, rétabli, il dit au chirurgien, mais comment ça se fait que vous avez ça en dessous? Et le chirurgien ne savait pas lui-même. Donc ça nous amène un petit peu, à travers ces 3 témoignages, à comprendre que la NDE, c'est une sortie de corps, évidemment, et je dirais c'est une sortie de temps. Parce que les gens qui ont fait une NDE, souvent, ont des capables de... ils revivent leur passé, il y a une sorte de rétrocognition ou rétroaction, et puis ils sont capables d'anticiper le futur. Je me souviens d'un monsieur qui avait fait une NDE. Il avait vu que son fils aurait son baccalauréat, la mention qu'il aurait 3 ans avant que son fils ne passe le baccalauréat. Et effectivement, ce qu'il avait vu s'est avéré exact. Il a eu la mention qu'il avait perçue dans sa NDE et il a eu son baccalauréat. J'ai un collègue anthropologue, il a vu dans une NDE qu'il allait écrire des livres. Il a vu le nombre de livres qu'il écrirait. Et donc, à l'époque, il n'avait pas forcément une fibre d'écrivain. Mais le fait d'avoir vu ça par NDE, ça l'a conforté. Alors, il y a un exemple béton, comme on dit. C'est l'exemple de Pamela Reynolds. Pamela Reynolds, c'est une chanteuse de jazz américaine. En 1991, elle a 35 ans. Elle doit être opérée d'un anévrisme géant. C'est une opération délicate qui sera faite par le docteur
Robert Spezler, qui va l'opérer. Et il faut mettre le corps en hypothermie, donc on abaisse la température corporelle à 15 degrés 5, et on est obligé de faire une circulation sanguine extracorporelle le temps de l'intervention. Et donc, si vous interrogez un biochimiste, il va vous dire qu'à cette température, il n'y a plus de fonctionnement enzymatique. Les neuromédiateurs ne fonctionnent plus. Donc, elle ne peut plus, son cerveau d'ailleurs est associé à un encéphalogramme plat. Elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas voir. Et pourtant, pendant l'opération, qui va durer 6 heures quand même, eh bien, elle va entendre la musique qui était passée pendant l'opération. C'était Hotel California de Eagles, le groupe Eagles. Ensuite, elle va décrire les instruments de chirurgie qu'on a utilisés. Il a fallu ouvrir la boîte crânienne, etc. Elle a décrit la tenue des chirurgiens, notamment les pantalons. Voilà. Et elle a donné des détails de leur conversation. Donc, effectivement, c'est difficile d'envisager que c'est son cerveau qui a fait ça, au sens classique du terme. Et donc, on arrive à ce que le docteur Charbonnier, il y en a d'autres, hein, appelle, c'est pas une analyse cognitive analytique, mais c'est une intuition extraneuronale. C'est une analyse intuitive extraneuronale, c'est-à-dire que le cerveau, même s'il ne fonctionne pas, il est capable d'avoir une vision, même si ça ne passe pas par le cerveau. Alors on a des exemples étonnants, par exemple la Sera Stampa, un journal italien en 89, a donné l'exemple d'une personne aveugle de naissance et qui a vu. Alors qu'on ne peut pas l'accuser d'avoir mémorisé les souvenirs. Et on pourrait multiplier les exemples où nos personnes qui font des NDE, qu'on appelle, c'est pas très joli, les expériencieurs, ont fait des sorties de corps, des sorties de temps et ont acquis des propriétés qui n'existent pas en temps ordinaire dans ce qu'on pourrait appeler la réalité ordinaire. Alors, si on regarde les textes spirituels, notamment le Bardo Total, le fameux livre des morts tibétains, il est dit que quand on meurt, on est entouré d'une lumière grise au départ, au moment où on meurt. Alors, j'aurais dû préciser que le Bardo Total, c'est le livre qu'on a dû lire toute sa vie et qui est chuchoté au moment où la personne va passer de la vie à trépas. Et donc, les dernières paroles qu'elle entend, c'est celles du Bardo Total. Et donc, on retrouve ça aussi dans le livre des morts égyptiens ou dans le livre des portes. Alors, dans le Bardo Total, on nous donne des étapes qui sont intéressantes. Quand on meurt, on est entouré d'une lumière grise. Voilà, c'est une sorte de lumière brumeuse. Et là, on a un comité d'accueil. On peut être accueilli par ses parents, par des proches, etc. Puis, la lumière grise est remplacée par une lumière brillante. Et à partir du moment où on a un corps lumineux qui a remplacé le corps lumineux gris, eh bien on peut traverser les murs et on peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Et selon le Bardo Total, on est soumis à 3 épreuves. Si on échoue, c'est la réincarnation. Alors la première épreuve, on a des portes lumineuses et on doit choisir la porte qui nous correspond. Si on se trompe, on a raté la première épreuve. La deuxième épreuve, on est soumis à des peurs et on doit à un moment donné comprendre que ces peurs sont les projections de nos propres peurs. Elles n'ont pas d'existence intrinsèque, elles sont directement liées à nous, c'est des projections émotionnelles que la personne fait. Et donc si effectivement elle ne se rend pas compte de ça ou ne comprend pas que c'est ses propres peurs, il lui reste une dernière épreuve, c'est le chant des sirènes, réincarne-toi, tu seras un homme très riche, tu auras une vie rêvée, etc. Et donc si la personne se laisse aller, elle va se réincarner. Donc on peut, c'est ça qui est intéressant, l'histoire du corps de cette lumière grise, eh ben on la retrouve dans les témoignages des NDE, et il y a encore plus spectaculaire selon moi hein, que les NDE, c'est les morts partagées. Alors ça c'est vraiment très très étrange. Alors, Raymond Moody a écrit un livre avec Paul Perry
ça s'appelle les morts partagées, expériences de mort partagée. Ce sont généralement deux personnes, l'une qui va mourir et l'autre qui est pas du tout à l'article de la mort, qui vont vivre ensemble une NDE. Donc j'ai retenu un témoignage particulièrement fort d'une femme qui s'appelle Jeanne, de son prénom, qui accompagne son mari qui a un cancer généralisé et qui va mourir. Et donc, à un moment donné, elle a vu sortir du corps de son défunt cette lumière grise. Et elle s'est retrouvée à faire une NDE avec son mari. Ils en ont fait à deux. Et donc elle a vu défiler la vie de son mari, comme si elle voyait la vie de son mari sur un écran, avec des épisodes qu'elle ne connaissait pas. Puis après, ils se sont décorporés ensemble. Puis à un moment donné, dans le plafond, il y a une espèce d'ouverture. Et là, ils se sont retrouvés dans un jardin irréel, édénique. Et au bout de ce jardin, elle savait que c'était la mort et c'était la place de son mari et pas du tout la sienne. Et donc elle a laissé son mari, elle s'est réincorporée et effectivement elle a vu le cadavre de son mari défunt, voilà, pas encore cadavre, mais disons le corps inanimé et mort de son mari. Alors il y a des gens qui ont étudié ça, c'est assez intéressant parce qu'avant de vivre une mort partagée, il y a une déformation topologique de la chambre où les deux personnes vont vivre une mort partagée. Donc la chambre semble s'allonger et s'aplatir en même temps. Ensuite, il y a une lumière brumeuse qui sort du corps. Ensuite, ils vont faire une NDE ensemble. Et puis, voilà, toutes les étapes vont se déplacer. Alors, des fois, il y a des variantes. Il y a des gens qui voient plutôt une espèce de lumière au moment où la NDE va se faire, et c'est quand la mort arrive qu'il y a une lumière obscure qui se met en place. Alors effectivement, les témoignages peuvent varier en fonction, parce que c'est quand même des expériences extrêmement émotionnelles, donc il peut y avoir un peu un télescopage. Ça paraît plus logique qu'il y ait d'abord la lumière qui se dégage du corps, et ensuite, quand la mort arrive, c'est la lumière brumeuse, qui correspondrait à ce que nous dit le livre des morts tibétain, puisqu'il nous dit au moment de la mort, il y a une lumière brumeuse, c'est là où il y a un comité d'accueil, et puis ensuite il y a les différentes épreuves auxquelles l'âme du défunt est soumise. Alors, voilà. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais ce qui est intéressant, c'est essayer de... Parce que, voilà. Comment la science, la médecine reçoit ça? Alors en France, très mal. Beaucoup mieux, ça ne vous étonnerait pas, à l'étranger. Hein. En France, on est devenu l'équivalent de l'Arabie saoudite en matière de rigidité. Alors, selon les témoignages, il y a à peu près 4% de la population mondiale qui fait une NDE. Ce qui fait sur l'Europe quand même 19,6 millions de personnes qui ont fait une NDE. Aux États-Unis, ça fait 12 millions, et dans notre petit pays, c'est à peu près 2,4 millions. Alors, Pim van Lommel, qui est un cardiologue néerlandais qui a beaucoup travaillé sur le NDE, estime que lui, il est cardiologue et chirurgien. 18% des gens qui ont des problèmes cardiaques font des NDE. Melvin Morse, lui, dit que les enfants font plus de NDE, 70%, et Sam Parnia dit 11% des gens qui ont des problèmes de santé font des NDE. Alors, évidemment, il y a beaucoup qui ne s'en souviennent pas. Il faudrait prendre le temps, etc. Alors pourquoi on a plus de témoignages de NDE? Parce que les moyens pour réanimer les gens ont augmenté. C'est le pôle d'excellence de la médecine allopathique. Agir à courte durée, ça c'est très bien faire. Et donc effectivement, il y a des tas de gens qui seraient morts et qui n'auraient pas été réanimés si on n'aurait pas eu ces témoignages. Alors à 75%, ce sont des NDE positifs, mais je dois dire qu'il y a 25% de NDE négatives. Et il y a un médecin qui s'appelle le docteur Maurice Rollins qui a beaucoup étudié ça. Et ce sont des gens qui, au lieu d'avoir une vision idyllique de la mort, ont une vision terrifiante avec des monstres. Alors, vous avez peut-être vu ce film de Pierre Barnérias qui s'appelle Thanatos, l'ultime passage. Et d'ailleurs, au passage, il y a un témoignage assez
spectaculaire où il y a une femme qui s'appelle Anita Moorjani et elle avait un cancer généralisé, donc là, elle a été pratiquement condamnée par la médecine et à la suite de sa NDE, elle a eu une rémission totale. Voilà, elle a vécu quelque chose de l'ordre de la rémission et donc les gens qui font des NDE avec rémission sont intéressants parce que ça nous indique peut-être les clés des guérisons dites spirituelles. Ou les guérisons dites miraculeuses qui sont des guérisons spirituelles. Et donc, il y a un rationnel forcené, un ancien prof de biologie qui est hospitalisé suite à des problèmes cardiaques. Et au moment où il fait une NDE, il voit des gens qui l'entraînent dans une direction et il sent que c'est pas bon. Mais malheureusement, il est engagé, quoi. Et à un moment donné, c'est vraiment pas bon pour lui parce qu'on commence à le frapper. Et il pense au Christ alors qu'il n'avait jamais pensé au Christ. Et instantanément, il s'est retrouvé dans un univers doux, apaisé, etc. Donc, si vous voulez, ça permet de comprendre que ces figures spirituelles sont des connecteurs. C'est-à-dire le fait de se connecter au Christ. Moi, j'ai des témoignages de gens qui font aussi des expériences avec des plantes de pouvoir. Ben, des fois, ça tourne mal, vous êtes amené dans des espaces assez infernaux. Et le fait de penser à une figure spirituelle, le Bouddha, le Christ, Allah, etc., les amène immanquablement à sortir de ces espaces qu'on pourrait qualifier d'infernal. Alors, comment confronter ces témoignages assez spectaculaires? Alors, dans un premier temps, on a dit que c'était le délire du cerveau, que les gens, quand ils avaient perdu du sang, ils étaient en hypoxie et que le cerveau délirait et que toutes ces étapes n'avaient rien de scientifique, quoi. En fin de compte, ça ne tient pas la route puisqu'on a à peu près 10 à 20 millions de NDE bien documentés et les étapes sont invariantes. Donc un délire ne présente pas des invariants. Alors dans le cas de Pamela Reynolds, les RBB, les rationnels bêtes et bornés, je les appelle ainsi, les RBB, ont essayé de donner des explications parce qu'effectivement, ça fait voler en éclats toute l'approche matérialiste. Vous voyez, on peut avoir une vie en dehors d'un cerveau actif. On a une physique qui n'a rien à voir avec la physique que nous connaissons dans la vie quotidienne. On ne peut pas traverser les murs. On ne peut pas voir le futur, revoir en détail son passé. Souvent d'ailleurs dans les NDE, je reviens à l'exemple de Will Murtaugh, pendant sa NDE où il a été scotché sur le plafond, etc., il avait vécu lui-même un accident qui l'avait mis déjà dans une première NDE. Mais il avait des souvenirs assez vagues. Et la femme qui l'a renversé, il a revu en détail pourquoi elle avait perdu le contrôle de sa voiture. C'est très féminin, elle avait un bas qui était filé. Et donc, en regardant son bas, elle a perdu le contrôle de sa voiture. Et il se trouve que lui, il devait avoir 6-7 ans, il traversait, il a été renversé. Il a fait une petite NDE, mais il a revu en détail la scène, comme s'il la revivait avec la femme devant ses yeux, quoi. Donc il a vraiment revécu dans son passé. Raymond Boudy, d'ailleurs, dit que généralement, une personne, elle vit, puis au moment où elle se rapproche de la mort, elle va un peu maturer sur sa vie, réfléchir sur son passé, elle va peut-être elle-même repasser des événements de son passé. Là, la NDE, on fait les choses à l'envers, quoi. On repasse sa vie au passé avant d'arriver devant l'ultime. Voilà. Alors, dans le cas de Pamela Reynolds, on a dit elle était restée trop longtemps dans le bloc opératoire et qu'elle s'était réveillée et qu'elle avait entendu les conversations. Non. Si vous avez été opéré, vous savez très bien qu'une fois que vous êtes opéré, on vous sort du bloc opératoire parce que déjà, il faut qu'il y en ait d'autres qui soient opérés et on vous met dans une chambre de repos. Donc ça ne tient pas la route. En plus, elle était à 15,5 degrés. On ne peut pas la ramener comme ça brutalement à 37. Il faut monter progressivement la température pour ramener le corps à 37 degrés. Donc ce n'est pas possible qu'elle ait entendu pendant l'opération ou voire même pendant la période où on rehaussait la température, ce qui a été dit. Donc ça aussi, cet argument ne tient pas. Elle raconte d'ailleurs qu'à un moment donné, il fallait qu'on change la glace, puisqu'il fallait maintenir le corps à 15,5 degrés, et qu'elle a vu son oncle
et qu'à un moment donné, elle a été tentée d'aller au-delà de la limite de la frontière et mourir, et son oncle l'a poussée en lui disant non, c'est pas ton moment. Et c'est précisément, elle a eu le sentiment de plonger dans de l'eau très très froide, et c'est au moment, pile poil, à l'heure à laquelle ça s'est passé, qui correspondait au changement de glace. Alors Pamela Reynolds est morte 19 ans après son opération de 91, elle est morte en 2010, en mai 2010, mais elle a eu 19 ans de rémission, si je puis dire, et donc elle a beaucoup... d'une part, c'est un cas qui est difficilement attaquable, même si on essaye de dire qu'elle avait quand même une activité cérébrale. Vous voyez bien qu'à un moment donné, dans la vision officielle, si votre cerveau ne fonctionne plus, vous entendez plus, vous pensez plus, vous vivez plus. D'une certaine façon, une vie intellectuelle. S'il y a espace des choses, c'est qu'il y a une conscience extra-neuronale, une conscience intuitive extra-neuronale qui est différente de la conscience analytique cognitive. Alors, comment la science réagit-elle? Alors, j'élimine tous ceux qui ont considéré que c'était des mécanismes physiologiques. On sait qu'en hypoxie, il peut y avoir un fonctionnement particulier du cerveau, mais oui, mais pas forcément avec toutes ces étapes. L'hypercapnie, le fait d'avoir trop de gaz carbonique, le fait d'être en hypoglycémie, les endorphines, les encéphalines, les neuromédiateurs, je ne voudrais pas rentrer dans un détail un peu trop biochimique, ça n'apporterait pas grand-chose, mais sachez qu'on a essayé de fouiller toutes les explications possibles. À un moment donné, on a même cru que quand on fait de la neurostimulation, par exemple le docteur Olaf Blanke, qui est chirurgien à l'hôpital cantonal de Genève, avait fait des neurostimulations, donc on a introduit des petits électrodes qui délivrent des charges électriques pour des gens qui faisaient de l'épilepsie. Et il a eu le sentiment d'avoir trouvé l'origine de la NDE parce que les gens se sentaient en dehors de leur corps. Mais ils n'avaient pas la possibilité de traverser les murs, de se voir, etc. Et donc il avait pointé du doigt une région qu'on appelle le gyrus angulaire ou le procuneus ou le thalamus postérieur. Et ça a été le cas de Rick de Ribler aussi, qui est un autre chirurgien qui faisait de la neurostimulation. Et lui aussi, il a eu le sentiment d'avoir trouvé la zone qui était responsable de ça. Mais cette zone qui donne un sentiment de décorporation n'a rien à voir avec des gens qui vont traverser les murs. Alors l'exemple le plus amusant, si je puis dire, il est donné par le cardiologue Pim van Lommel. C'est un de ses patients qui a fait un arrêt cardiaque par manque d'oxygénation, et donc on l'amène à l'hôpital, il doit être tout de suite intubé. Mais le problème, c'est qu'il a un dentier, donc il y a une infirmière dans l'urgence qui prend son dentier, le met dans sa poche, il est opéré, heureusement pour lui, ça tourne bien, il est sauvé, et il voudrait bien retrouver son dentier pour manger. Et personne ne sait qui a le dentier, quoi. Et donc ça l'énerve, et puis à un moment donné, il sait exactement, il dit, bah, c'est telle infirmière qui l'a mis dans son bureau et dans son tiroir. Le troisième, vous trouverez mon dentier, et il décrit les objets qui étaient à l'intérieur du tiroir. Donc, alors, comment expliquer ça? Est-ce qu'elle a payé un détective avant pour venir faire une enquête? Voilà. Ça devient vite assez délirant quand on essaie de trouver des explications rationnelles dans le cadre d'une physique classique. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'une physique différente que la physique classique, en l'état actuel de nos connaissances, c'est la physique quantique qui est la plus adaptée. Puis après, on fera une petite incursion dans le temps aussi. Donc, notre corps physique est associé à un corps énergétique. Alors, c'est bien connu dans les milieux alternatifs, c'est pas encore admis au niveau de la médecine officielle. Alors, on va faire un petit raisonnement tout simple. Selon la physique quantique, qui date de 1900, tout objet quantique, que ce soit un atome, une molécule, une particule, a une double dimension. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est d'ailleurs un Français, Louis de Broglie, qui a mis en évidence cette double dimension. Donc un atome a une dimension matérielle, et simultanément, c'est le côté simultanément, il a une dimension vibratoire, énergétique, ondulatoire. On appelle ça des ondes de matière. Donc on est fait de l'ordre du milliard de milliards de milliards d'atomes.
chacun de nos atomes a une double dimension. Donc si on faisait la somme de ce milliard d'atomes, bah, on verrait une dimension vibratoire qui viendrait s'ajouter à notre anatomie, qui est la dimension substantielle de notre corps. Donc vous savez qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Les molécules les plus simples ont deux atomes, l'oxygène qui nous permet de respirer, l'hydrogène. Il y a des molécules plus importantes comme l'ADN, mais chacune de nos molécules, parce que les atomes qui la composent ont une double dimension, auront ces molécules, elles aussi, une double dimension. Et ces molécules s'assemblent pour former des cellules, les cellules forment des tissus, les tissus forment des organes. Donc on peut dire que des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules, des molécules jusqu'aux atomes, il y aura toujours cette double dimension. Alors les physiciens sont assez rebelles pour étendre la physique quantique à la biologie, mais effectivement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de phénomènes en biologie qui peuvent avoir une interprétation quantique, comme l'enzymologie. Les enzymes sont des protéines qui accélèrent la transformation des réactifs en produits. Et c'est grâce à ces protéines que notre cerveau peut fonctionner. On a des neuromédiateurs comme la sérotonine, la dopamine, l'acide gamma-aminobutyrique, même l'acétylcholine, font partie des molécules qui ont besoin d'une enzymologie, donc d'accélérer la transformation des réactifs en produits. La photosynthèse qui permet aux plantes de capter la lumière que le soleil leur envoie et l'eau du sol pour fabriquer des éléments nutritifs qui vont constituer sa sève, eh bien c'est aussi un phénomène quantique. L'olfaction a une dimension quantique. Et il y a de plus en plus de phénomènes qui ont une description quantique. Donc la mécanique quantique n'est pas strictement réservée au monde atomique, voire au monde moléculaire, mais elle commence à s'étendre au monde cellulaire. Et si elle s'étend au monde cellulaire, eh ben, elle s'étend au corps entier. Alors, Jean Jaurès a eu une formule assez surprenante. Il a dit « mourir, c'est un déplacement d'existence ». C'est assez étonnant que ce soit lui qui ait eu cette jolie expression. Et ben, les gens qui font une NDE, ben, c'est comme si ils vivaient un découplage de leur corps lumineux, leur corps vibratoire et de leur corps physique. Tant que le corps physique et le corps énergétique ou lumineux sont couplés entre eux, on vit une physique ordinaire. Mais quand à un moment donné, à la suite d'un état de conscience modifié, la NDE est un état de conscience modifié, le rêve est un état de conscience modifié, l'état chamanique est un état de conscience modifié, l'hypnose est un état de conscience modifié, et bien à ce moment-là, il y a un découplage entre le corps physique et le corps énergétique, et à ce moment-là, on a accès à une autre physique, celle que décrivent les expérienceurs, qui leur permettent de traverser un mur, de voir en dehors de l'appareil visuel, d'entendre en dehors des oreilles, d'avoir même pour certains le sentiment de rentrer à l'intérieur des gens. Nicole Dron, qui a écrit 45 secondes d'éternité, racontait que quand elle était dans un état de NDE, elle rentrait dans le cœur des gens, elle savait très bien ce qu'ils pensaient. Voilà. Elle aussi, elle a vécu cet épisode très jeune, elle avait moins de 30 ans, et donc elle a revécu elle a vu sa vie défiler, elle a vu également le sentiment que les gens éprouvaient à son égard, et elle avait le sentiment d'être dans un monde unitaire, alors que notre monde à nous, pauvres êtres incarnés, on a l'impression qu'on est séparés les uns des autres, qu'il y a l'univers et nous. Elle avait l'impression que l'univers était en elle. Et donc ces états, on les retrouve chez les mystiques. Hein, si vous lisez Saint Jean de la Croix ou d'autres mystiques, vous verrez qu'il y a une espèce de fusion avec le divin, avec l'univers. Alors, parmi les propriétés quantiques, j'en ai cité une, il y en a une autre qui est l'intrication. C'est le fait que deux atomes qui ont été très proches, si vous les éloignez à des milliards de kilomètres, selon les lois quantiques, ils sont supposés interagir aussi fortement que lorsqu'ils étaient proches. On parle de non-séparabilité. Alors, en physique classique, plus vous éloignez deux objets qui vont interagir par la gravitation, plus vous allez diminuer l'intensité avec laquelle ils vont interagir. Alors, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude des formules, ça varie selon l'inverse du carré de la distance.
Si vous mettez deux objets à une distance d'1 mètre, vous avez une intensité, mais si vous étendez la distance à 5 mètres, ben, l'intensité est divisée par 25, puisque c'est 5 fois 5. C'est la distance qui les sépare multipliée par elle-même, et c'est l'inverse. 10 mètres, 100 mètres, etc. Donc plus vous éloignez, 1 milliard, c'est 1 milliard de milliards de fois. Pour ceux qui ont l'habitude de mailler les puissances, c'est 10 puissance 18, et etc. Mais vous diminuez l'intensité en physique classique jusqu'à avoir une intensité supposée être négligeable, alors qu'en physique quantique, on a l'impression que la distance n'existe plus. Et puis, il existe également une intrication temporelle, c'est-à-dire que deux événements qui ont coexisté temporellement, si vous les éloignez dans le temps, ben, ils continuent à interagir. Donc, ça expliquerait pourquoi, quand les gens reviennent d'une NDE, ils ont presque des pouvoirs parfois. Ils ont le pouvoir de guérir, ils ont le pouvoir d'être en lien avec les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce ils sont passés par le passage des morts. Et donc l'intrication temporelle, nous, incarnés et l'espace des morts, bah, ils restent intriqués. Ce qui expliquerait d'ailleurs un peu le phénomène de médiumnité quand des médiums sont capables d'avoir des informations des morts. C'est une intrication temporelle. On a l'impression que le temps a disparu, quoi. Et que finalement, on est dans la non-séparabilité, mais cette fois-ci temporellement parlant. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Finalement, selon, si vous lisez, les NDE nous amènent assez loin, c'est ça qui est intéressant. Après, je vous laisse le soin d'aller vérifier par vous-même et de faire vos recherches, mais on n'a pas l'habitude de ça, mais dans la Kabbale, j'avais fait il y a 2 ans une conférence sur la Kabbale qui n'avait pas été très, très réussie parce que les gens avaient trouvé ça compliqué. Là, il y a 2 Adams. Quand le monde naît, il y a l'Adam Kadmon, qui est un Adam lumineux, et il y a l'Adam Arishon, qui est un Adam matériel. Ben, à l'instar d'un atome, nous sommes 2. Il y a l'être incarné que nous sommes, mais il y a une autre partie qui existe simultanément, qu'on pourrait appeler l'être lumineux, que Raymond Moody appelle l'être de lumière, moi je l'appelle le double. Et donc on vit simultanément sur 2 temps. Le temps de l'incarnation, et puis un autre temps où on existe, mais sous une forme informationnelle ou lumineuse. Alors c'est pas, regardez, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle comment dirais-je, de fake news, de déformation. C'est une notion, je vois les yeux, qui est extrêmement difficile, et c'est la difficulté qu'ont les gens qui font des NDE, parce qu'ils partent avec un modèle du temps qui n'est pas celui qu'ils vivent. Et je me souviens d'une conférence que j'avais donnée, où il y avait 5 personnes qui avaient fait une NDE, ils étaient tous d'accord, je leur avais dit, si jamais il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que vous avez vécu, sauf sur une chose, le temps n'existe pas. Mais ce n'est pas que le temps n'existe pas, c'est qu'il y a une relativité de l'écoulement du temps. Donc, on existe simultanément ici-bas, incarné, obéissant à une loi qu'on appelle la loi matérielle, que certains appellent la loi générale, et simultanément, nous avons une existence lumineuse qui obéit à une loi qui échappe à la loi matérielle, qu'on pourrait appeler la loi divine. Donc nous sommes 2. Il y a l'être incarné, soumis à ses peurs, ses croyances, ses formatages, son petit moi, et puis il y a un autre être qui est l'être lumineux, qui est éternel. Et donc dans la NDE, c'est l'être lumineux qui prend le dessus sur l'être matériel. Tant que vous êtes couplés, l'être lumineux et l'être incarné forment une unité, et on vit une physique tout à fait classique, mais dès qu'à un moment donné, suite à un état de conscience modifié, qui peut être induit par un coma avancé, par une mort clinique, par un choc, un traumatisme, etc., à ce moment-là, on vit plutôt sur l'être lumineux, l'être divin, et à ce moment-là, c'est une autre physique. Ah. Et effectivement, ce que les gens vivent, les mystiques le vivent aussi, puisqu'on dit que le divin se définit par des modes opératoires ou des principes qui sont l'entendement, la conscience d'elle-même. L'univers a une conscience, et c'est ce que disent les gens qui font le NDE. Tout a une conscience, l'eau, les atomes, etc.
Vous avez l'esprit. Alors c'est difficile, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais c'est la substance divine. Alors peut-être la meilleure façon de le comprendre, c'est qu'un atome, il est vide avec un haut pourcentage. C'est 99,9 999 999% de vide. Donc nos rationnels bêtes et bornés, les RBB, quand ils se réclament du rationnel, ils se réclament du zéro. Après, il y a une virgule, il y a 6 zéros derrière et un 1. C'est ça qu'on appelle la matière. Et évidemment, c'est un faux vide, et c'est un vide qui est plein d'informations. Et les mystiques disent que c'est la substance divine, ce qui fait qu'il y a du vide majoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'atome, mais il y a également du vide sidéral, puisque le cosmos est quasiment vide, il y a très peu de matière. Donc nous sommes à la fois dans le divin, et le divin est à l'intérieur de nous. Et donc quand on quitte notre monde incarné, on vit sur un autre temps, donc c'est une sortie de temps, plus qu'une sortie de corps. La sortie de corps est nécessaire pour faire une sortie de temps. Et à ce moment-là, eh bien, on vit une physique totalement autre et on ressent l'univers, non pas dans la séparation, dans l'adversité, mais dans l'amour. Et la grande souffrance des gens qui ont fait une NDE, ils ont l'impression on vit ici sur un modèle réduit, un amour réduit. Alors d'ailleurs, vous voyez, s'il y a autant de thèmes sur l'amour, c'est parce qu'on ne l'incarne pas. C'est le thème numéro 1 au cinéma, dans les romans, dans les chansons, dans les poèmes. C'est bien le thème qui s'impose. Il y a combien de livres sur l'art de respirer et il y a combien de livres sur l'amour? C'est bien la preuve qu'on en parle autant parce qu'on ne l'a pas incarné. Et en fin de compte, les gens qui ont fait du NDE, le plus important, bien sûr, ils n'ont plus peur de la mort, mais c'est faire cette expérience que la cohésion de l'univers, c'est l'amour. Voilà. Le père Teilhard de Chardin disait les différents fragments du monde se cherchent les uns des autres pour que le monde puisse être. Et ils se cherchent comment? Avec des énergies d'amour. Donc, Empédocle, qui était un philosophe grec, disait qu'il y a deux forces, les forces de haine et les forces d'amour. Donc, nous avons un double lumineux. Avant l'incarnation, on forme une unité. Quand on s'incarne, on se divise en deux. Il y a une partie qui s'incarne, c'est-à-dire moi, vous, et une autre qui reste dans un temps qui ne s'écoule pas à la même vitesse. Et c'est un écoulement plus lent. Notre double, qui est informationnel, ne peut pas être incarné. Il a accès à tous les passés et tous les futurs. Et nous, on va actualiser les potentialités passées et futures. Et c'est pour ça qu'on peut dire je suis. Mais lui, il ne peut pas dire je suis, parce qu'il peut dire j'étais, je serai. Ça nous rappelle un peu la définition que donne le divin dans l'Apocalypse de Saint Jean, puisque Jean de Patmos reçoit la visite du principe créateur qui lui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je suis, j'étais, je serai, le Tout-Puissant ». Alors ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce que dans une période telle qu'on la vit, il faut vraiment s'accrocher sur du positif émotionnellement. Nos émotions sont déterminantes sur les potentialités que nous allons attirer à nous. Donc si vous pensez, si vous avez peur, vous aurez des pensées de peur. Si vous êtes animé par des émotions de colère, vous aurez des pensées de colère et vous allez attirer à vous des potentialités de peur et de colère. Donc, évidemment, en l'état actuel de nos connaissances, vous avez des chercheurs théoriciens dont je fais partie, qui commence à changer notre conception du temps. Mais évidemment, ce sont des chercheurs avant-gardistes. Et donc, il n'y a pas vraiment de pont, comme je vous propose, en l'état actuel de nos connaissances, officiellement. Mais il y a longtemps, effectivement, par les périodes que nous vivons, qu'on n'a pas besoin d'avoir l'imprimature des institutions officielles. Je crois que vous avez compris que voilà, il y a un peu une limitation dans ce que les gens vivent. Et donc, dans les NDE, le plus important, c'est justement de revenir avec cette notion d'amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est le témoignage obsessionnel de ceux qui ont fait une NDE, c'est de partager un amour unique et profond pour son prochain. Et donc, une culture qui n'est pas en mesure d'accompagner ça n'est pas à l'unisson du monde invisible.
Alors cette notion d'un monde qui serait incarné, la réalité ordinaire ou le monde visible, et un monde non incarné et invisible, vous la retrouvez chez les peuples traditionnels, où ils ont bien conscience qu'il y a deux mondes qui ne sont pas en ennemis, mais qui sont complémentaires. Voilà. Alors ça fait beaucoup d'informations, mais le but, c'est pas que vous reteniez tout, c'est qu'il y a une espèce de fil conducteur qui vous permette de comprendre que la NDE, c'est une sortie de temps, que ces gens-là nous indiquent que peut-être notre conception du monde basée sur un seul temps associé à un espace, bah, c'est erroné, que notre vie, elle est basée sur deux lois, la loi incarnée, la loi matérielle et la loi informationnelle, divine, et que ces gens-là viennent nous témoigner de ce qu'ils ont vu pendant leur expérience de NDE. Voilà, c'est un peu le témoignage et c'est un peu ce qui anime les gens qui ont fait une NDE. Et c'est difficile, il faut une réadaptation pour continuer à vivre dans notre monde. Ils ont l'impression que... D'ailleurs, il y a 70% de divorces après qu'une des personnes du couple ait fait une NDE. Et parmi les femmes, elles ont tellement connu un amour inconditionnel dans leur NDE que c'est difficile d'avoir l'équivalent masculin. Donc il y a beaucoup d'expérienceuses femmes qui sont célibataires. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'homme qui puisse lutter avec une force ainsi. Je vous remercie de votre attention.